On parlera aussi du secteur du numéro 9 avec le dossier assez compliqué, Mathis Sablin, les alternatives qu'on peut avoir à l'attaquant nantais, pardon, mais on a aussi déjà, j'en parlais, une officialisation, celle du recrutement de Marius Broholm pour 5 millions d'euros, a priori en provenance de Rosenborg. Il est droit norvégien de 20 ans qui vient renforcer ce secteur offensif. On va en parler très prochainement avec des spécialistes. Ça sera évidemment retrouvé sur YouTube et peut-être qu'au moment où vous nous écoutez, c'est déjà sorti, mais on aura une très grosse présentation de Marius Broholm. On parlera aussi de Mathis Sablin durant cette émission un petit peu plus tard, mais d'abord pour en rester sur l'ailier droit norvégien, comment tu observes toi cette arrivée dès la fin du mois de juin? C'est assez inhabituel pour le LOSC d'agir aussi vite depuis qu'Olivier Létang est arrivé. Le LOSC a voulu prendre les devants, s'assurer un ailier droit, c'était une des pistes prioritaires de ce mercato estival dès la fin du mois de juin. Jeune profil de 20 ans qui reste sur une très bonne saison en Norvège, qui peut être vu comme un peu tendre. Je le connais un petit peu, j'ai pu le regarder, et ça peut être une solution peut-être un peu tendre, mais non moins prometteuse. Toi, comment tu observes à première vue cette arrivée de Marius Broholm, qui, on l'a dit, c'est pas non plus, même si c'est un prospect entre guillemets, c'est pas non plus un investissement démesuré pour le LOSC. Non, 5 millions d'euros, visiblement, on est dans des coûts toujours mesurés du côté du LOSC. Alors oui, on peut parler des précédents, Connor Hudson, Osame Sarawi, pour des pistes un peu similaires dans des championnats qu'on a tendance à considérer en France comme de seconde zone, avec tout le côté péjoratif qu'on peut y mettre par moment, alors qu'on voit qu'il y a des bons coups à faire dans ces championnats-là. Et le LOSC l'a prouvé les dernières saisons. On pourrait même pousser jusqu'à Eden Zegrova. Oui, il vient de Suisse, mais la Suisse aussi, on le prend comme un championnat de seconde zone. Donc le LOSC s'est presque fait un expert de ces marchés intermédiaires, pour utiliser un terme un peu plus acceptable, je trouve. Et le fait de le faire venir rapidement, je trouve que ça démontre, voilà, c'est vraiment un joueur qu'on a voulu. On a posé l'argent tout de suite sur la table et on va prendre le temps qu'il faut avec lui. On va avoir un été complet avec lui, une préparation complète avec lui. On va voir ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Je pense que comme souvent avec ce genre de recrutement du côté du LOSC, on est dans un investissement à moyen long terme. Je suis pas persuadé qu'on s'attende à ce que Broholm soit un Edon Zegrova en puissance dès la saison prochaine et qu'il soit le successeur désigné et qu'il soit titulaire à 34 reprises, qu'il fasse une saison à 10 buts et 5 passes. Mais je pense qu'on se dit, c'est le moment de le prendre avant qu'il soit un peu trop cher. On a encore la possibilité de finir de le façonner, de lui faire une première saison d'adaptation, comme il y a eu avec O'Connor Hudson, comme il y a eu sans doute la saison dernière avec Osame Sarawi. Et c'est un joueur qui va monter en puissance avec nous et qui, dans 2 ans, dans 3 ans, sera un des éléments importants de notre secteur offensif. Il ne faut pas oublier que le LOSC a déjà perdu Jonathan David et Angel Gomez, qui étaient il y a encore un an les deux leaders de ce secteur offensif avec Eden Zegrova. Donc trois joueurs importants vont partir cet été, parce que je pense que ça fait pas de doute qu'Eden Zegrova va partir. Et donc on est dans une reconstruction et on a décidé de se tourner vers un jeune joueur que je ne connais que très peu. Je l'ai beaucoup moins vu que toi. Je sais que dans ton mercato idéal, tu avais hésité à glisser ce nom en te disant effectivement c'est peut-être un peu tendre, ça correspond pas forcément aux besoins du LOSC, qui a peut-être plus besoin d'un titulaire impuissant à ce poste-là plutôt qu'une doublure un peu jeune à façonner. Du côté du LOSC, soit on a décidé qu'il y aurait les deux cet été, on a commencé avec Brohl, mais il y aura encore un joueur qui va arriver, soit on a vu un potentiel encore plus grand que ce qu'on imagine chez ce joueur-là et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je pense qu'on peut être que simplement agréablement surpris avec ce profil-là, mais qu'il va falloir laisser du temps. Avec la concurrence aussi d'Ethan Mbappé, qu'on a très peu vu car gêné par les blessures, mais qui était très intéressant sur ces quelques minutes, un peu plus de 300 de mémoire qu'il a pu jouer la saison passée. Mais tu l'as dit, je ne l'avais pas proposé dans mon mercato idéal, j'avais hésité. Mais dans mon esprit, pardon, le LOSC allait chercher un latéral, un ailier droit vraiment déjà prêt à être titulaire, à vraiment succéder à Eden Zegrova en cas de départ. Et je voyais encore un petit gap
entre ce statut et celui que Marius Braun peut avoir à son arrivée. Mais d'un autre côté, je me dis que pour le coup, si le LOSC veut en faire un joueur de rotation capable de prendre petit à petit le rôle de titulaire, un petit peu comme ce qu'a fait Osama Sarawi cette saison, c'est un joueur qu'on a plus vu en sortie de banc qu'en tant que titulaire. C'est un autre Norvégien, même si Osama Sarawi est devenu marocain entre-temps, mais c'est en tout cas les mêmes marchés, tu en as parlé tout à l'heure. Je pense que Marius Braun peut avoir ce statut-là. C'est un joueur qui, on l'a dit, ne représente pas un investissement très très fort, seulement 5 millions d'euros. Par exemple, en comparaison avec un autre joueur qui, lui, pour le coup, que j'avais proposé dans mon mercato idéal, qui a été évoqué du côté du LOSC, Sindre Valle-Egeli, qui il est droit de Nordjylland, qui a seulement 19 ans, mais qui, pour le coup, est déjà prêt, est vraiment bien établi physiquement, a plus de références dans son championnat, et je pense c'est un meilleur ailier droit à l'instant T en termes de potentiel, qui représente un coût beaucoup plus élevé, et 15 millions d'euros tout de suite, ça représente un risque plus fort pour le LOSC, alors qu'avec 5 millions d'euros sur Marius Broholm, même en cas de flop, entre guillemets, même si je ne le pense pas et que je l'espère pas pour lui, tu peux facilement te retrouver et pas avoir un crash industriel. Donc je vois cette arrivée assez positivement, même si les attentes devront être limitées. Je ne pense pas, tu l'as dit, qu'on en fera tout de suite un vrai successeur à l'instant T des Don Zegrova en cas de départ, mais ça peut être un vrai bon joueur dans la rotation qui se développe petit à petit et qui, à moyen terme, peut s'installer du côté du LOSC. On en reparlera plus en profondeur sur la vidéo présentation qui sortira très prochainement avec des spécialistes du joueur qui l'ont très bien connu, qui l'ont bien observé et qui vont pouvoir nous en parler en profondeur de Marius Broholm. On va passer au gros dossier de ce secteur offensif. L'autre gros dossier, tu as parlé du départ de Jonathan David, c'est toujours pas remplacé. Évidemment, le LOSC veut prendre son temps, veut choisir la perle rare sur ce dossier un petit peu chaud, sur le successeur de Jonathan David et de son très lourd héritage. Il n'y a pas seulement le Canadien qui est parti, il y a aussi Chubak Pom, il y a aussi Andrei Illich qui a été recruté définitivement par l'Union Berlin. Et puis Mohamed Bayo qui est toujours là, mais qui ne rentre pas dans les plans du LOSC et de Bruno Genesio. Donc on a un secteur d'attaque à quelques jours de la reprise qui est complètement dépeuplé au poste de numéro 9. Il y a eu plusieurs pistes ouvertes. La plus chaude mène à Mathis Sablin, en tout cas menée, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas justement où ça va ces derniers jours. On sait que le FC Nantes peut être très gourmand, notamment avec ce qu'a pu dire, ce qu'a pu laisser entendre Valdemar Kita. On sait aussi que c'est un joueur et un dossier où il y a énormément de concurrence. Ça parle de l'OM, on a entendu le RC Lens, le Paris FC, des clubs allemands, des clubs anglais, donc énormément de monde, des enchères qui peuvent monter très très vite. Est-ce que pour toi, c'est une question qu'on avait posée sur le site, est-ce que pour toi, le LOSC doit absolument tourner non pas tourner la page, mais tenter le coup, Mathis Sablin, un petit peu qu'importe le prix. Je dis ça, évidemment, on ne va pas monter jusqu'aux 50 millions d'euros demandés par Valdemar Kita, mais est-ce que ça doit être c'est que une pour Marseille. priorité? Ouais, c'est vrai que c'est que pour Marseille, mais est-ce que ça doit être une priorité absolue du LOSC à ce poste de neuf, ou alors tu t'orienterais vers d'autres potentielles alternatives? Non, tout dépend le prix, c'est une certitude. Bon, s'il faut que Mathis Sablin coûte plus cher que Nico Williams, je suis pas sûr que je vais dessus. On doit faire la comparaison. C'est sûr que les 50 millions de Valdemar Kita, bon, lui-même n'y croyait pas quand il les a évoqués. C'était, je pense, juste un moyen de mettre un petit tacle à l'OM. Il n'a visiblement pas aimé le comportement de l'OM dans les négociations récentes avec certains de ses joueurs, pour les citer Valentin Rongier et Quentin Merlin. Donc, je pense que ce sera très compliqué pour l'OM de faire venir Mathis Sablin, sauf s'il veut y aller et que l'OM met le prix. Après, tout dépend du tarif. C'est toujours pareil. Moi, on en avait parlé le mois dernier quand il n'y avait pas encore trop de rumeurs et que c'était un profil qui était ciblé parce que très bonne fin de saison, très bonne deuxième partie de saison et globalement bonne saison de Mathis Sablin. Et on cherchait un peu un profil à la Jonathan David d'attaquant un peu complet, pas uniquement un joueur de surface qui va mettre des buts, mais quelqu'un capable de participer au jeu, d'être généreux à l'effort, de défendre. En plus, Mathis Sablin a la faculté que n'a pas Jonathan David aussi d'aller jouer sur un côté. Même si je pense que c'est un petit peu gâché quand il est sur un côté, mais il peut le faire. Donc il y a cette polyvalence qui peut être, moi je trouve hyper intéressante avec un Mathias Fernandez-Pardo. Moi, je t'avoue que Mathis Sablin, il signe au LOSC demain. Je sais que c'est pas le schéma utilisé, mais j'ai envie de voir, ne serait-ce que sur une demi-heure, trois quarts d'heure, un 4-4-2 avec Mathis Sablin et Mathias Fernandez-Pardo devant. L'un qui tourne autour de l'autre qui prend la profondeur quand il y en a un qui décroche. Je trouve que ce duo-là est fait pour s'entendre. Je trouve que ce duo-là aurait tout ce qu'il faut en magasin pour vraiment terrasser les défenses adverses.
Et je trouve que Mathis Sablin serait vraiment un profil hyper intéressant pour le LOSC. Je ne vais pas me répéter par rapport à ce qu'on a dit au mois de mai. Maintenant, s'il faut mettre 25 millions sur la table pour Mathis Sablin, là, je pense qu'on peut commencer à discuter, à raisonner, à se poser des questions. Ça va plus être ça, le prix. À un moment donné, le LOSC n'a pas des moyens illimités. Oui, il y a eu la Ligue des Champions la saison dernière, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et s'il y a 25 millions à mettre sur la table, est-ce que c'est pas sur quelqu'un d'autre que Mathis Sablin qu'il faut mettre l'argent? Et on sait à quel point Jonathan David a été important ces dernières saisons au LOSC. Oui, il marque sur penalty, oui, il n'est pas toujours bon dans le jeu. Il y a eu beaucoup de critiques le concernant, mais tous les ans, la vingtaine de buts de Jonathan David, elle a rapporté des points. Et est-ce que Mathis Sablin a tout de suite la capacité à être le joueur qui le remplace, ou est-ce que, comme le projet PSG après le départ de Mbappé, c'est plutôt que d'avoir un joueur à 20-25 buts, on en a 2 ou 3 entre 8 et 12 buts. Et est-ce que Mathis Sablin plus Mathias Fernandes Pardo peuvent pas mettre le total de Jonathan David? Après, il y a un peu moins de certitude, mais on est peut-être aussi un peu moins dépendant d'un seul joueur. Pour répondre à la question, et comme l'ont fait les sondés, je pense que en dessous de 20 millions, il faut y aller. Si on peut négocier à 15, il faut foncer. Si on commence à passer au-dessus, qu'il y a un jeu de surenchère avec des clubs plus armés financièrement que le LOSC, il faudra passer sur un plan B. Ouais, et on le voit justement avec le sondage que tu affiches, 46% de nos lecteurs considèrent que c'est un dossier à abandonner, qui est Je suis trop surpris. compliqué, trop complexe. Pour le coup, oui. Pourtant, on avait bien présenté Mathis Sablin, et pour le coup, tu l'as dit, je te rejoins, c'est un profil vraiment que j'adore, qui est très complet, qui participe énormément au jeu. Je l'écris, mais c'est plus son profil que ses statistiques qui ont impressionné cette saison, Oui. parce que globalement, 9 buts et 2 passes décisives, c'est loin d'être impressionnant, en tout cas loin de valoir 20-25 millions d'euros, comme un petit peu c'est espéré du côté du FC Nantes. Mais tu l'as dit, malgré tout ça, il y a quand même moins de références, moins de garanties qu'avec Jonathan David, et ça serait vraiment prendre un risque pour Mathis Sablin et pour le LOSC. C'est un attaquant dont on a beaucoup parlé parce qu'on avait un petit peu flairé le bon coup, la bonne affaire, un joueur qui joue dans un club de deuxième partie de tableau Ligue 1, qui aura peut-être besoin de vendre et qui sort pas de plusieurs saisons références. C'est vraiment cette dernière saison qu'il a vraiment révélé au plus haut niveau. On se disait entre 12 et 20 millions d'euros, ça peut être une possibilité. Le souci, c'est que les enchères grimpent beaucoup, qu'il y a peut-être d'autres profils qui ont un meilleur ratio qualité-prix, certitude-prix notamment, parce que je suis persuadé que c'est un attaquant de qualité, mais est-ce qu'il est capable de prendre tout de suite, immédiatement, la suite d'un Jonathan David? Il y a un petit peu plus de doute. En tout cas, ce ne sera sûrement pas des performances et des statistiques à la hauteur de Jonathan David dès son arrivée. Mais voilà, il y a pas mal de doutes, et pour le coup, c'est un attaquant que j'aimais beaucoup, que j'aurais beaucoup aimé voir au LOSC. C'est encore une possibilité, mais c'est un dossier qui se complique énormément et qui me fait dire que le LOSC, évidemment, ils n'ont pas besoin de moi pour ça, ils l'ont déjà fait, mais ils devraient ouvrir d'autres pistes. Il y a Cléa qui a été évoqué, Divine Boubamba de Manchester City, attaquant de la réserve aussi, qui a été évoqué avec un petit peu moins d'assistance. Hamza Igaman, attaquant des Rangers. Voilà, il y a pas mal de noms qui ont été évoqués. Dans le mercato idéal, on avait pu proposer aussi d'autres noms, Ferran Jutgla, Troy Parrott. Il y en a un que j'aimerais beaucoup aussi, qui avait déjà été évoqué il y a un an, c'est Fotis Ioannidis, attaquant du Panathinaikos, qui ne vaut pas aussi cher que la saison passée parce que son contrat a un an de moins. Effectivement, il n'a pas prolongé depuis, et qui est assez expérimenté, qui reste quand même assez jeune. Je crois qu'il a 26 ou 27 ans de mémoire, et qui reste sur plusieurs grosses saisons dans un club européen, qui ne sera pas ultra cher et pas inatteignable pour le LOSC, et je pense que ça pourrait être une bonne solution de repli pour ce LOSC. On n'a pas encore eu de bruit pour cet été, mais ça pourrait être une solution pour pallier au fait que Mathis Sablin, qui avait tout de la priorité, je pense, pour le LOSC, soit un dossier compliqué, pas abandonné. Je rejoins pas forcément les lecteurs là-dessus, mais en tout cas, c'est peut-être un dossier à mettre un petit peu dans le tiroir, qu'on garde en suspens, qu'on garde en éveil, sans mettre toutes ses billes dessus, en ouvrant d'autres pistes qui pourraient être plus abordables, tout en offrant pas mal aussi de qualité et de certitude pour le LOSC. Pour le sondage, je pense qu'il paye deux choses. Mathis Sablin, tu l'as dit, ses stats, c'est pas l'attaquant qui a les stats les plus ronflantes du championnat. Et il faut pas se mentir, beaucoup de supporters, hormis les matchs de leur club, n'en voient pas beaucoup d'autres. Donc, ils s'arrêtent un petit peu au bilan stat, aux 2 fois qu'ils ont vu Mathis Sablin contre Lille, et peut-être les 2-3 fois où ils l'ont vu sur les gros matchs contre Marseille et Paris.
Pourtant, et il ne voit pas le il reste. avait été très très bon à Pierre-Mauroy, je m'en souviens, Oui, mais en salle de presse, ça parlait seulement de Mathis Sabline. Très très grosse performance. et son début d'Euro avec un Mm. premier match très poussif. Et le sondage est à peu près arrivé au même moment. C'est arrivé 2-3 jours plus tard, si je ne dis pas de bêtises. Donc en termes de temporalité, pareil, je pense que les gens n'ont pas forcément regardé le match de l'Euro en entier, mais ils ont lu ce qui a pu se dire sur Mathis Sabline après ce premier match. Ils ont peut-être vu le raté avec ce ballon devant le but où il l'envoie au-dessus, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé avec Sorloth avec l'Atlético Madrid contre le PSG. Donc je pense que les gens ont réagi avec la dernière impression, la dernière image qu'ils en avaient, sachant qu'au départ, ils étaient peut-être pas forcément totalement convaincus. Mais tu l'as dit, il faut vraiment dépasser les stats avec Mathis Sablin. Alors oui, c'est un attaquant, s'il met 2 buts dans la saison, mais il faut voir tout le travail qu'il fait pour le collectif. Et je trouve aussi tout le potentiel qui reste encore à aller chercher chez un joueur qui a quand même évolué jusqu'ici dans des clubs. Alors, il y a eu Rennes, mais où C'est il ce n'a que j'allais dire. pas eu sa place tout de suite, mais dans des clubs où les contextes n'étaient pas favorables non plus. Mm. Je reste persuadé que c'est un joueur, si on transpose dans un club un peu plus huppé, Marseille, je me demande si, en termes de contexte, en termes d'effectifs, c'est pas la fausse bonne idée le concernant. À l'inverse, un club comme Lille, je trouve que ce serait une très bonne idée parce que ce serait le step au-dessus, dans un cadre de travail sain, serein, avec un entraîneur qui le connaît déjà, parce que Bruno Genesio l'a malgré tout croisé du côté de Rennes à un moment donné, et qui plus est dans un schéma, dans un effectif pardon, où on cherche un nouvel attaquant, donc où il arriverait, il y a une place à prendre. Moi, je suis persuadé que si tu mets à Lille la saison prochaine, dans 1 an, tu refais le même sondage. Est-ce que Lille a bien fait de prendre Mathis Adeline? Est-ce que c'est une bonne recrue, etc. Je suis persuadé qu'il y aura une majorité de résultats positifs. J'aime Oui. pas trop cette expression, mais il faut vraiment donner la chance au produit parce que le produit est qualitatif. Il ne faut pas s'arrêter à l'emballage qui est peut-être pas très sexy. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, exactement. Et c'est ce que j'allais dire, le projet de jeu très restrictif de Nantes, mais pas forcément en valeur, non pas ses qualités, parce que justement, il a des vraies qualités pour remonter le ballon, pour être, comme je l'ai dit, un attaquant autosuffisant, mais va pas forcément mettre en valeur la fiche statistique. C'est un attaquant qui a mis 9 buts, délivré 2 passes décisives avec des miettes dans une équipe au projet de jeu très restrictif. Avec Moses Simon, c'était le duo qui sauvait un petit peu cette faible équipe de Nantes offensivement. Et Bah, là-dessus, on va dire, bah, autant aller chercher Moses Simon, donc qui va aller au Paris FC, mais il est plus décisif. Déjà, il est un peu plus âgé, un peu plus expérimenté. Moses Simon a quand même joué toute la deuxième partie de saison avec des blessures, si je dis pas de bêtises, avec des problèmes aux adducteurs notamment. Donc, dans quel état de forme il est? Ça parlait d'une opération à un moment donné. Visiblement, c'est le Paris FC qui va aller dessus et pas n'importe quel prix non plus, avec visiblement un gros salaire à la clé. Mais dans une projection de construction de club, moi, je préfère aller chercher Matisse Sabine que Moses Simon, surtout qui correspond davantage aux besoins du LOSC. Oui, très clairement, il n'y a pas forcément de questions là-dessus, parce qu'on l'a dit, il y a aussi un vrai potentiel. C'est un attaquant qui a pas non plus 19-20 ans comme un Lucas Tassin, par exemple, qu'on avait pu évoquer, mais qui a une maturation un petit peu plus lente, même si ça reste quand même assez jeune, hein, et qui se développe petit à petit et qui à chaque fois franchit un cap chaque année. Et je pense que tu l'as dit, le cap OM serait peut-être un petit peu trop gros pour lui. Il y a la pression, il y a le contexte. Et peut-être tout simplement, même en termes de niveau intrinsèque, on n'est pas non plus sur un attaquant, même si on loue ses qualités, qui a roulé sur le championnat au point de s'imposer dans la deuxième meilleure équipe de France immédiatement. En revanche, au LOSC, dans un contexte avec la pression un petit peu moindre, avec aussi un niveau d'effectif intrinsèquement qui est un petit peu moindre, je ne dis pas que l'OM va être bien meilleur que le LOSC la saison prochaine, mais intrinsèquement, il y a plus de qualité avec les Rabiot, Højbjerg, etc., que du côté du LOSC. Je pense qu'Adeline aurait plus intérêt peut-être à venir signer au LOSC plutôt qu'à l'OM, mais reste à savoir à quel prix. Et je ne sais pas si toi, tu avais d'autres alternatives au cas Mathis Adeline. On avait parlé de Lucas Tassin, pareil, il y a un mois, mais là aussi, on a vu que les enchères pouvaient très vite Ouais. monter et que Saint-Etienne en réclamait 20 millions d'euros. Ça me paraît un petit peu trop pour ce genre de profil qui a seulement, on va dire, 6 mois de très très haut niveau en Ligue 1, dans une équipe aussi qui est une faible équipe de Ligue 1, entre guillemets. Est-ce que tu avais d'autres noms que Mathis Adeline pour venir succéder à Jonathan David et renforcer ce poste de numéro 9 qui est aujourd'hui totalement dépeuplé? En Ligue 1, j'ai du mal à trouver une piste qui me donne davantage envie que Mathis Sabline, hein. Parce que tu évoquais Lucas Tassin, mais on l'avait fait lorsqu'on avait dressé les alternatives déjà à l'époque. C'est plus jeune, ce ne sera pas forcément bien moins cher. Ça a peut-être un plafond plus haut, mais aujourd'hui, le plancher est plus bas, je trouve. Donc, tu n'as pas forcément un joueur qui va être tout de suite opérationnel comme peut l'être
comme peut l'être Mathis Sabline. Et après, quand je regarde en Ligue 1, bah, il y a pas grand monde, accessible, une piste crédible, qui me fait dire que tu as une meilleure option sous la main. Tu vois, par exemple, si je regarde, les attaquants des autres clubs, oui, bon, bah, si Lyon est relégué par la DNCG, qu'il y a nécessité de vendre et que tu peux récupérer un Georges Mikotadze, pourquoi pas? Mais à combien? Avec quel salaire? Est-ce que c'est moins cher que Mathis Sabline, même un Lyon qui tombe? Pas persuadé. Mais ça peut être une alternative. Mais c'était plus une alternative il y a 1 an si tu laissais partir, Jonathan David et que tu disais, «Il nous faut un attaquant opérationnel et comme on a vendu David, on a potentiellement, 30 millions à mettre sur la table». Et là, tu allais chercher Georges Mikotadze et je trouve que le timing cet été colle pas. En plus, bon, il était rentré dans son club formateur, tous ces aspects-là, je pense pas qu'il partira. Lacazette s'en va, le poste est libre. Donc voilà, tu vois, je suis dans de la fiction la plus irréaliste possible à l'instant T. Donc franchement, si je me borne à la Ligue 1, je vois toujours pas de meilleure option. Ouais, j'avais noté, moi, dans mon mercato idéal, c'est Koumara, mais c'est en qualité de numéro 2 évidemment, de Ouais, voilà. remplaçant et qui, on l'a vu, était un petit peu trop juste pour être titulaire, qui a su faire de la comparaison avec Emega à Strasbourg. Mais en termes d'opportunités de marché, de joueurs à relancer, pour un remplaçant au LOSC, ça pourrait être intéressant, mais tu l'as dit, aller trouver un titulaire, un successeur de Jonathan David en Ligue 1, c'est très compliqué. C'est pour ça que d'un côté, il y a cette surenchère sur le dossier Mathis Sabline, de l'autre, c'est bah, si on le laisse, sur qui on va? Est-ce qu'on peut retrouver un attaquant qui offre autant de points verts, j'ai envie de dire, de points positifs, avec, on l'a dit, ce potentiel, cette connaissance de la Ligue 1, ce profil très complet, autosuffisant, et bah, cette jeunesse aussi qui est toujours intéressante dans la logique du LOSC et dans la politique de recrutement du LOSC. Donc c'est un dossier compliqué, ce poste de numéro 9. C'était attendu, mais on a vu aussi qu'il y a d'autres anciennes pistes où les enchères grimpent très très vite. Je pense à Franjo Ivanovic de l'Union Saint-Gilloise qui avait été évoqué l'hiver ou l'été dernier, je ne veux pas dire de bêtises, et qui aujourd'hui est évalué à 30 millions d'euros par son club. J'avais oublié, il y a aussi Promise David de l'Union Saint-Gilloise qui était évoqué au LOSC, qui a prolongé. Donc c'est un secteur et un poste sur le marché qui est comme d'habitude, comme chaque été, très concurrentiel, où les prix grimpent très très vite, et où le LOSC, malheureusement, s'il veut s'y retrouver, va devoir investir, même s'il y a eu des départs libres. On l'a dit, il y a aussi ce jackpot lié à la Ligue des Champions. On est sur un club qui est devenu très très sain économiquement, qui vont toujours très très bien, et qui va devoir mettre un petit peu la main à la poche, je pense, cet été, pour recruter un vrai neuf, un vrai successeur à Jonathan David, digne de ce nom.